كيفاش نجموا نستثمروا في إفريقيا؟ منين نبداو؟ وشنية عوامل النجاح اللي تخلينا نكتسبوا الأسواق هذه؟ أنا نادية عيش، مديرة مكتب استشارات يشتغل مع العديد من رئاسات الجمهوريات والحكومات في العديد من البلدان الإفريقية، باش نحاول نتقاسم معاكم رحلة وتجربة واكتشافات في القارة السمراء بالفشل متاعها والنجاحات زادة. تحية عطرة بالياسمين التونسي أينما كنتم. عسلامة ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي فيوا FM. هذه أنا نادية عيش، نحييكم ونبعث لكم كالعادة بموجاتي الإيجابية باش نكون إن شاء الله معاكم في موسم جديد من ماما أفريكا، موسم جديد على طريقة جديدة اللي هي طريقة البودكاست، اللي من خلالها باش نحاوروا خبراء ومختصين ووزراء وإن شاء الله زاد رؤساء في الشأن الاقتصادي وإفريقيا والقارة الإفريقية بصفة عامة. وأنا سعيدة اليوم باستقبال السيد الوزير المكلف بالاتصالات والبريد والاقتصاد الرقمي بجمهورية الكونغو برازافيل, Monsieur Léo Juste Imombo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à notre radio VOA FM. Botenayo. Un Botenayo et bienvenue en Tunisie. Je vous ai rencontré, ça fait pas longtemps au Congo et je suis très très ravie de vous accueillir ici dans mon pays qui est la Tunisie. Alors, depuis 2016, vous êtes le ministre de Poste, Télécommunications et Économie numérique. Quand même, au niveau de votre ministère, autant de secteurs. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tous les secteurs marchent bien? Et comment vous voyez la marche du Congo? Écoutez, c'est moi qui suis très heureux et très honoré d'être reçu à Voice of Africa, mais aussi d'être reçu ici par les très hautes autorités, puisque je voudrais rendre hommage et honneur à son Excellence, Monsieur le Président de la Tunisie, ainsi qu'à son gouvernement, qui a permis que depuis que nous sommes ici à Tunis, que toutes les commodités, que toutes les diligences soient faites pour que notre séjour se déroule dans de très bonnes conditions. Donc, je tenais vraiment à remercier le gouvernement tunisien pour cela. Depuis 2016, vous l'avez dit, bon, on a la confiance du président parce que nous travaillons sans désemparer pour remplir son engagement social. Et le président, dès le début de son premier mandat après la Nouvelle République, a fait de l'économie numérique un des piliers de son engagement social. Et la vision du chef de l'État, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et pour ce mandat-ci, le président a choisi l'économie numérique parmi les 6 piliers du plan national de développement 2022-2026. Donc, c'est un pilier qui vise à moderniser notre administration, à diversifier notre économie, mais aussi et au-delà de tout, à faciliter la vie de nos concitoyens, afin qu'il y ait l'interface entre l'État, l'administration, et promouvoir ce qu'on appelle le commerce électronique, c'est-à-dire que ce que nous appelons nous tous par le e-business. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais nous allons continuer à travailler pour toujours mériter la confiance du chef de l'État. Et je profite de Voice of Africa pour encore assurer toute ma déférence au président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, vous avez bien mentionné qu'au niveau de votre plan de développement, l'économie numérique, c'est l'un des piliers majeurs du développement du pays. Alors, quelle stratégie digitale pour le Congo? Quels sont les principaux axes de la stratégie digitale du pays? Très tôt, le président a eu une vision, l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique. Et nous en sommes mis à travailler pour mettre en œuvre, pour matérialiser cette ambition. Et la matérialisation s'est faite à travers justement une stratégie Congo Vision Digitale 2025. Nous sommes en train de travailler pour élargir cette stratégie à 2030 avec le concours des partenaires au développement, entre autres la Banque mondiale. Nous y reviendrons certainement. La stratégie, elle est axée sur 3 piliers.
Le premier pilier, c'est le e-citoyen, c'est-à-dire les contenus numériques pour les citoyens. Le deuxième pilier, c'est le e-gouv, les contenus numériques pour le gouvernement, et afin qu'il y ait cette interface entre le gouvernement et les populations, qu'il y ait ce qu'on appelle l'administration électronique. C'est ce à quoi nous sommes en train de travailler, et c'est même une des raisons qui m'a conduit à venir ici à Tunis. Et enfin, le troisième pilier, c'est le e-business, c'est-à-dire la promotion des startups. On en parle maintenant, on en parle beaucoup, mais surtout au-delà de ça, c'est la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, donc continentale. Donc il faudrait que chaque pays, chaque État puisse s'armer pour affronter cette concurrence qui va être loyale justement au niveau des États africains. Donc on a une stratégie sur 3 piliers. D'accord. Donc avec ces 3 piliers, comme vous avez mentionné, monsieur le ministre, on parle de votre fameux PATEN là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les entreprises tunisiennes par rapport au PATEN? Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée sur ce programme et les différents projets autour du PATEN qui est, je pense, financé par la Banque mondiale, si je ne me trompe pas? Pas seulement. Le PATEN est un grand projet intégrateur, et je dois dire ici, je dois remercier les partenaires au développement, les partenaires multilatéraux aussi qui nous accompagnent, parce que le PATEN, c'est une expérience, je ne sais pas, je m'avancerai peut-être pas, mais pour le cas du Congo, c'est l'une des expériences uniques, parce que le PATEN, c'est le projet d'accélération de la transformation numérique du Congo. Le PATEN a 3 partenaires principaux qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route. Le premier partenaire, c'est la Banque mondiale, c'est qui nous accompagne à hauteur de 100 millions de dollars américains. Le deuxième partenaire, dans le cadre du PATEN, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, pas 100 milliards, 100 millions de dollars américains. Le deuxième partenaire, c'est la Banque européenne d'investissement, qui nous accompagne à hauteur de 35 millions d'euros. Et enfin, le troisième partenaire, c'est l'Union européenne qui nous a accordé un don de 15 millions d'euros. Donc, on a rassemblé... c'est-à-dire 150 millions à peu près. Voilà, à peu près 150 donc, millions. On va déménager de la Tunisie pour vivre au Congo. Écoutez, le Congo est ouvert aux Tunisiens. La preuve, je prends toujours plaisir à venir. Je pense que ça doit être ma 5e ou 6e fois que je viens ici. Et je suis toujours le bienvenu. Et je suis très heureux d'être ici. Donc, on a mis en place une unité unique de coordination de projet qui gère ces 3 composants du projet. Et le PATEN vise essentiellement on va dire 2 objectifs. Premier objectif du PATEN, c'est réduire la fracture numérique. Parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance électronique s'il y a encore la fracture numérique, si on a encore des zones qui sont encore enclavées, et si on n'a pas cette inclusion numérique. Ça, c'est le premier objectif, la première composante Si vous pouvez encore nous expliquer davantage la notion de fracture. Fracture numérique, ça veut dire... Voilà. Entre les pays bon, on va dire ceci en français simple. La fracture numérique, ça veut dire que tous les territoires doivent être connectés. D'accord. Voilà. Donc on a besoin de l'internet. On a besoin de l'accessibilité exactement au numérique là où nous sommes dans tout le pays. On n'a pas que besoin de l'internet, on a besoin aussi de la voix. Oui. On a besoin de la voix et de la data. Et à travers le PATEN, nous avons opérationnalisé il y a 3 ans de cela ce qu'on appelle le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques. C'est-à-dire, dans le cas de leur cahier des charges, les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas l'obligation de pouvoir connecter des zones qui ne sont pas rentables parce que ces opérateurs font du business, ils font des affaires. Mais l'État a l'obligation d'assurer le même service aux citoyens qui vivent aussi bien dans les agglomérations que dans les localités reculées, c'est-à-dire dans les zones rurales. Donc, à travers le fonds... Et c'est ça, le fonds, quand on parle de service universel, voilà, c'est ça. C'est la meilleure qualité au moindre coût, au dernier kilomètre. Exactement ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture entre ceux qui vivent dans les agglomérations, c'est-à-dire pour le cas du Congo par exemple, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolizio, à Ouyo, que ceux qui vivent par exemple dans mon petit village, à Ekwasende, voilà. Que les mêmes services qu'on offre aux populations qui sont dans les centres urbains soient aussi offerts aux populations qui sont... C'est l'égalité. Hein. C'est l'égalité. Voilà. Donc, briser la fracture numérique, c'est faire en sorte que les services de télécommunication, c'est-à-dire la voix,
et la data, parce qu'on va vers la gouvernance électronique. Oui. Quand on va dématérialiser les actes, par exemple, nous sommes dans un procès de dématérialisation, par exemple, des actes de justice, les casiers judiciaires, certificats de nationalité. On va mettre en place, par exemple, pour avoir un acte de naissance à travers les communications électroniques, à travers l'Internet. Mais les personnes qui sont dans les zones reculées doivent avoir les mêmes services. Ouais. Donc, voilà la première... Le e-citoyen, voilà, c'est ça. On revient aux 3 piliers. On revient aux 3 piliers. Donc, la première composante du pattern, c'est assurer l'inclusion numérique dans notre pays. Et je peux aussi, aujourd'hui, me réjouir, et je vous donne peut-être cette information, si vous ne l'avez pas encore, c'est que le Congo, on a pu faire en sorte que le câble Tout Africa, c'est-à-dire le câble de Meta, oui, puisse atterrir à Pointe-Noire au Congo. Et j'ai inauguré, vous avez su, voilà, j'ai inauguré ce câble et lancé les travaux du backbone qui va ramener cette fibre d'abord jusqu'à Brazzaville. Ça fait quelques jours que j'ai vu la photo à la Pointe-Noire. Exactement ça, voilà, exactement ça. Exactement ça. On a inauguré un deuxième câble sous-marin, ce qui veut dire que non, mais notre secteur est dynamique, parce qu'on avait le WACS, le West African Cable System. Oui. Aujourd'hui, nous avons le câble Tout Africa de Meta. Et donc, on doit faire qu'il y ait cette inclusion. Deuxième ambition du pattern, c'est offrir des services digitaux du gouvernement aux citoyens. Faire en sorte que les citoyens, à travers le digital, puissent être interconnectés avec, bon, je trouve le terme un peu basique, être en liaison, en rapport avec l'administration. Oui. Voilà. Donc les deux grandes... On essaie de créer la connexion digitale, voilà, entre le citoyen et l'administration. Et l'administration, à travers le e-gouv et, on a dit, le e-citoyen. Évidemment, il y a l'autre volet, c'est-à-dire accompagner les startups avec le e-business. Nous avons déjà pris une loi, le président a promulgué une loi là, sur les startups, sur la labellisation des startups. Nous avons mis en place une agence nationale de développement de l'économie numérique, justement, qui est l'ADEN. Voilà. L'ADEN, vous avez aussi la commission de la protection des données à caractère personnel. Voilà, donc vous êtes en train de travailler sur l'opérationnalisation de ces différentes structures. Et de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, parce que lorsque vous avez des autoroutes de l'information, nécessairement il faut mettre la législation. Nous avons cette législation, mais s'il y a une législation, si on enfreint la législation, il faut qu'on ait un gendarme. Voilà. Le gendarme pour dire que non, mais écoutez, là vous avez brûlé le feu rouge, le gendarme c'est l'ANSSI. Et s'il y a un gendarme, et deux fois le gendarme peut être... on va dire, bon, peut-être un peu trop zélé, alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher entre le citoyen, l'utilisateur et le gendarme. C'est la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. Et pour l'Agence nationale de l'économie numérique, quel est le rôle de cette agence-là dans cet écosystème on va dire, de transformation digitale au Congo, parce qu'il s'agit réellement d'une vraie transformation du pays. Ce rôle, c'est un rôle majeur. Je dirais même c'est un rôle essentiel. Le rôle vient même de sa dénomination. C'est l'agence de développement de l'économie numérique. C'est-à-dire que c'est le bras, on va dire, c'est l'instrument du gouvernement pour développer l'économie numérique. Mais pas seulement sur le volet infrastructure. Parce que si vous avez des infrastructures, il faut qu'il y ait les utilisateurs. C'est-à-dire de favoriser l'éclosion des startups. On a pris avec ma collègue en charge mes deux collègues en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation technologique. Je profite de votre micro pour remercier le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation technologique de la Tunisie qui m'a reçu hier, même très tard, mais je profite pour le saluer et pour le remercier pour toutes les diligences. Donc, on a mis en place un écosystème et c'est cette agence qui va être le point focal entre les jeunes développeurs, les jeunes start-upers, les jeunes innovateurs et
et le gouvernement. Ici aussi, peut-être, je vais partager l'expérience tunisienne avec vous parce que je travaille beaucoup sur le benchmarking des écosystèmes. Ouais. La Tunisie, vous savez bien, monsieur le ministre, que la Tunisie, c'est le premier pays à mettre en place un système ou bien un écosystème d'entrepreneuriat. On est le premier pays africain qui a commencé à mettre en place la notion de labellisation. On a même le pré-label. C'est notre pays qui a commencé une première loi de Startup Act et en 2018 qu'on est en train également de revoir. Mais surtout, on est en train de revoir la notion d'un centre d'entrepreneuriat pour ces entrepreneurs parce que vous le savez mieux que moi puisque vous avez aussi la casquette d'aide aux jeunes, ouais. de vraiment supporter les jeunes. Vous savez plus que moi que c'est important d'avoir des structures institutionnelles qui sont là pour les jeunes, que ce soit entrepreneurs ou même start-upers, n'est-ce pas? Vous savez, moi j'aime bien le dire, la jeunesse décomplexée, voilà. Voilà, le mot décomplexé. Je suis très ouvert avec les jeunes pour la simple raison que moi aussi, c'est un ascenseur qu'on m'avait envoyé. Voilà, j'ai fait mes études en France. Et vous avez fait des sciences politiques. Vous avez bien. Ben oui. Et pourtant. J'ai fait sciences politiques à Paris, mais c'est un frère, c'est un ami qui m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu fais à Paris? J'ai dit, bah je bosse. Il dit non, mais viens travailler au pays. Voilà, donc mon rôle à moi, mon engagement, c'est de renvoyer cet ascenseur, c'est de faire en sorte que les jeunes... Et puis, si je le fais, je vais vous dire la vérité, c'est parce qu'en 2016, le président avait demandé aux jeunes d'investir le secteur de l'économie numérique, promis un bel avenir. Et comme je suis ministre de l'économie numérique, alors je fais que matérialiser. Parce que si... Moi, en tant que ministre de l'économie numérique, là où on invite les jeunes à venir investir dans le secteur, si je ferme les portes de mon cabinet, il y aura... Et puis, notre rôle à nous, c'est de pousser les jeunes à entreprendre. C'est de pousser, c'est de les accompagner. On a personnellement, je peux le dire, on a un prix que nous lançons souvent avec un opérateur... pour ne pas le citer, Huawei. Oui. Voilà, Huawei Technologies, c'est le prix Denis Sassou Nguesso de l'innovation numérique. Et à chaque fois que nous primons les jeunes à travers ce prix, ces jeunes, j'ai accompagné à Vivatech, j'ai accompagné au salon de Barcelone, j'ai accompagné à Shenzhen en Chine, et on suit les projets de ces jeunes pour que, à travers les applications de ces jeunes, à travers les plateformes que ces jeunes vont mettre en œuvre, que nous, les gouvernements, les accompagnent pour que ce projet crée de la valeur ajoutée, crée de la richesse. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui aujourd'hui sont on va dire des entrepreneurs, parce que lorsque vous avez une petite société où vous employez déjà 10, 15 jeunes, j'ai un jeune que j'appuie beaucoup, il a mis en place une plateforme qu'on appelle Noki Noki. Ça veut dire que vite, vite, en lingala, Noki Noki, ça veut dire vite, vite, ça veut dire lui faire le dernier kilomètre. Pour livrer les pizzas, pour livrer que ce soit quelque chose que vous avez acheté dans la logistique. Voilà, dans la logistique. Et il fait le dernier kilomètre. Voilà. C'est un jeune que nous avons appris. C'est très intéressant. C'est des petits boulots, mais c'est des petits boulots qui sont porteurs de valeur, de croissance, de croissance et de services, mais aussi d'emploi. Ouais. Parce que lorsque vous avez cette plateforme Noki Noki et qu'il emploie à Brazzaville 30 jeunes, mais ça fait quand même 30 jeunes salariés. Et c'est bien pour le pays parce que ces jeunes salariés vont consommer, vont payer des impôts. Voilà. Comme on dit, l'économie numérique. Donc du numérique, on crée une économie. Donc c'est ça le... Et ce dont je peux aujourd'hui dire que je suis fier, c'est qu'à travers l'économie numérique, nous avons pu mettre en place 2 grands projets qui rapportent l'argent dans les caisses de l'État. Le premier projet, c'est ce qu'on appelle le hub digital, le hub numérique, parce qu'avant, toutes les opérations de transactions électroniques, ce qui se faisait, les opérateurs ne faisaient que de simples déclarations. C'est-à-dire que l'opérateur pourrait dire que, par exemple, à travers les transactions électroniques, on peut, je peux citer Mobile Money, bon, ce mois-ci, j'ai fait 1 milliard de chiffre d'affaires. L'État n'avait pas la technologie nécessaire pour avoir la traçabilité, le contrôle. Mais aujourd'hui, nous avons le contrôle. Et je donne peut-être pas le montant, mais ça fait rentrer quand même quelques milliards de francs CFA
dans les caisses de l'État. Ça nous permet au gouvernement de pouvoir construire des écoles, de pouvoir continuer à investir dans les infrastructures. Voilà. Et le deuxième projet, c'est le timbre électronique. Parce qu'aujourd'hui, à travers le timbre électronique, on a digitalisé à travers la poste, mais aussi et surtout pour faire en sorte que, au niveau même du dernier kilomètre, avant, pour recharger par exemple ces chaînes de télévision, on devait se déplacer, quitter un lieu A pour aller vers boutique, agence qui se trouve quelque part. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, lorsque vous êtes chez vous, avec votre smartphone, vous pouvez payer votre électricité, payer votre facture d'eau. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à l'agence d'électricité. Donc, ça vous fait des économies, ça facilite votre vie. Et pour le gouvernement, ça fait une meilleure traçabilité. Bien sûr. Voilà par exemple le concret de l'économie numérique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est des choses que nous avons mis en place justement pour accompagner cette forte ambition du président de la République. C'est toujours intéressant de parler de l'économie numérique et des technologies de l'information. Je reviens vers une déclaration qui a été faite par vous, monsieur le ministre Léon Just-Umbombo, en 2022. Vous avez déclaré que l'Afrique n'a pas le droit de rater le train de la digitalisation. Oui. Alors, est-ce qu'on a déjà raté le train ou on est toujours là? Non, on n'a pas encore raté le train. La preuve, puisque j'ai dit qu'on n'a pas raté le train, je suis venu ici à Tunis prendre une locomotive qui va m'accompagner aussi dans le cadre de cette révolution numérique. Donc l'Afrique n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a raté les précédentes révolutions. On a raté les précédentes révolutions. Et cette révolution, nous n'avons pas le droit de la rater. Pourquoi? Parce que nous partons sur une base, on va dire, commune avec les plus grands États du monde. Tous les États même du monde. C'est l'infrastructure numérique. Nous avons l'infrastructure numérique. Si nous avons l'infrastructure numérique, alors il faut que nous travaillions pour que nous puissions avoir des utilisateurs de cette infrastructure. C'est ce qu'on appelle les autours de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous avons par exemple le câble métal de Facebook qui est arrivé au Congo. C'est le même câble que la France a pu tirer. Alors, donc maintenant, on n'a pas le droit, donc on doit travailler pour mettre en place la législation. On a déjà la législation. Pour mettre en place une coopération, on va dire continentale. On a cette coopération à travers l'Alliance Smart Africa. On a cette coopération à travers le comité technique spécialisé de l'Union africaine, qui sont des organes qui font que non, on veut avoir un marché unique africain au niveau des télécommunications. C'est l'ambition de l'Alliance Smart Africa. Et on doit maintenant chercher à renforcer nos capacités, avoir des expertises pour que les plateformes que nous allons mettre en place, par exemple dans le cas du e-gouv, la certification électronique, dans le cas du e-gouv, par exemple, j'ai parlé tantôt de tous les actes administratifs que nous allons dématérialiser. Dans le cas du e-gouv, la PKI, la notion de Public Key Infrastructure, voilà, son importance. La certification, le PKI, mais aussi il faut digitaliser l'administration. On n'a plus besoin, on est au 21e siècle. On n'a pas le droit de rater cette révolution parce que nous avons la base de l'économie numérique. La base, ce sont les infrastructures critiques très haut débit, c'est-à-dire la fibre optique. Maintenant, nous commençons à voir... Moi, j'étais hier au centre... on m'a dit, oui. Algorithme, bon, j'ai retenu ce mot algorithme parce que l'autre c'est un peu en arabe, c'est un peu difficile à retenir. Mais lorsque j'ai vu comment on a digitalisé les universités de Tunis, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Voilà. Et je vous invite à vraiment comprendre le détail de ce travail-là en Tunisie, au Bénin aussi, que je salue. Madame Aurélie Solé, que je salue personnellement pour son dévouement, surtout par rapport aux résultats, etc. Même toutes les agences du numérique, Marc-André Locaux, etc. Et toutes les équipes. Alors, en février 2022, monsieur le ministre, vous avez également inauguré un centre d'intelligence artificielle. Ah ben oui. Aujourd'hui, tout le monde parle. Intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus travailler, il n'y a plus de choses à faire. Donc, quelles sont vos aspirations du projet de ce centre d'intelligence artificielle? Pourquoi vous avez créé ce centre? Quelles sont les aspirations? Pourquoi ce centre a-t-il été créé?
Parce qu'il y a une dame, je voudrais la rendre hommage aujourd'hui, qui a vu ce qui se faisait au Congo, ce qui se fait au Congo. C'est Madame Vera Songwe, la secrétaire exécutive adjointe des Nations Unies, et qui était aussi secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Songwe a vu ce qui se faisait au Congo. Elle a dit, elle va accompagner cette forte ambition du président de la République. Donc elle a choisi le Congo. On a mis en partenariat ce centre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rater la révolution. Justement, on ne veut pas rater cette révolution. Elle s'est dit, on va vous accompagner dans le module de formation et dans l'équipement du centre. Et après, parce que l'Afrique n'a pas le droit. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a maintenant des questions d'éthique qui se posent. On parle de moralisation de l'intelligence artificielle. Mais nous devons d'abord y aller. Moi, je me souviens d'une parole que le chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, nous dit à chaque fois. Il dit, si on ne se jette pas à l'eau, on ne saura jamais nager. Il faut se jeter à l'eau. Il ne faut pas seulement attendre que les autres fassent quelque chose. Mais vous aussi, vous devez avancer. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai visité le siège de l'ADIN tout à l'heure et il y a un centre aussi d'intelligence artificielle. Ouais, je salue toute l'équipe de cette société. Ben voilà, j'ai visité, j'étais avec la directrice générale justement du centre hier et qui m'a dit qu'elle a eu à présider au moins 30 doctorats de jeunes, y compris des jeunes Tunisiens, en doctorat en intelligence artificielle. C'est l'avenir, donc on ne doit pas rater, on ne doit pas casser cette dynamique, on doit y aller et puis voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'opérationnaliser. Nous allons d'ailleurs organiser au mois d'octobre prochain des formations en cybersécurité et en sciences de données pour accompagner justement au niveau de la cybersécurité, pour accompagner d'abord les acteurs du monde judiciaire, c'est-à-dire que les juges, les avocats, pour savoir qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qu'on a comme législation déjà au niveau du cyberespace, parce qu'on a une législation. Le Congo a ratifié la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, la convention de Malabo. Le Congo a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Non. On a une loi sur la cybersécurité qui protège les systèmes d'information. On a une loi sur la cybercriminalité, c'est-à-dire les infractions qui ne sont pas reprimées dans le code pénal, ouais, les infractions du numérique qui sont maintenant reprimées, y compris l'usurpation d'identité. Et le Congo, on a l'âge numérique. Un Congolais qui a moins de 16 ans n'est pas responsable de ces données sur l'espace numérique. Donc, si vous utilisez les données de quelqu'un qui a moins de 16 ans sans le consentement des parents, ben, vous savez que non, mais on peut vous porter plainte. Voilà, donc on a mis en place cette législation. C'est le cadre, on va dire. Le cadre avec les agences, justement, pour que on ne puisse pas rater cette révolution. Je reviens encore sur le thème. L'intelligence artificielle, je pense que c'est l'avenir. C'est vrai que il y a maintenant des problèmes d'éthique qui se posent, mais nous allons mettre en place une stratégie. Je sais que ici en Tunisie, il y a déjà une stratégie sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc c'est la ministre du Bénin, elle a fait une stratégie intéressante à voir également. Voilà. Monsieur le ministre, c'est vraiment intéressant de continuer notre discussion, mais on est obligé par mes collègues de prendre une petite pause de quelques secondes et nous allons revenir. Restez connectés. Merci. رجعنا لكم بعد الفاصل القصير هذايا وكالعادة نذكر اللي معايا الوزير المكلف بالاتصالات البريد والاقتصاد الرقمي بجمهورية الكونغو مسيو لو مينيستر ليون جوست إيبومبو. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. On continue notre interview et on va aborder un deuxième sujet lié aux perspectives de développement entre le Congo et la Tunisie. Les entreprises tunisiennes ont, nous le pensons, les compétences nécessaires à elles maintenant de compétir. Parce que bon, vous savez que nous travaillons dans le cadre des process Banque mondiale, c'est-à-dire qu'on lance des avis à manifestation d'intérêt maintenant aux sociétés qui remplissent ce cahier de charges de pouvoir soumissionner.
Et nous, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est de renforcer d'abord les liens de coopération sud-sud. Voilà. La Tunisie, c'est un pays africain, le Congo, c'est un pays africain. Si on peut trouver les compétences en Afrique, ça serait... C'est tant mieux. C'est tant mieux, voilà. Et ça permettra de renforcer les liens qui existent entre le Congo et la Tunisie. Pour la petite histoire, la Tunisie a été le pays qui a accompagné l'adhésion du Congo aux Nations Unies. C'était en 1960. Et nous avons scellé notre relation, les relations congolo-tunisiennes ont été scellées en 1961. Un an seulement après que l'indépendance de notre pays et un an après que le Congo ait été admis comme membre des Nations Unies. Comment vous voyez l'opportunité de ces différentes initiatives dans le développement de la coopération sud-sud, surtout en matière digitale? On n'invente pas la roue. Voilà, oui. Hein, on n'invente pas la roue. Notre visite aussi ici à Tunis, c'est un petit benchmarking que nous sommes en train de faire. Et nous avons vu que la Tunisie, très tôt, a été pilote, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, l'intelligence artificielle. Mais ici, le bras-le-corps de l'intelligence artificielle, de la gouvernance électronique, a été lancé très tôt. Donc, on n'invente pas la roue et nous devons renforcer nos capacités sur le plan africain. Ce qui a marché, ou ce qui marche, par exemple, en Tunisie, on ne va peut-être pas dupliquer à la lettre, parce qu'il y a toujours des spécificités locales qui existent, mais on peut s'en approprier, on peut se baser, se fonder sur ce qui marche. Moi, je dois connecter les universités. J'ai 2 universités à connecter, c'est mon challenge, si Dieu veut, d'ici la fin de l'année, c'est l'université Marien Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Et ici, il y a déjà l'interconnexion de toutes les universités de la Tunisie. Et j'ai visité le centre, j'ai vu le data center, j'ai vu ce qui se fait. Alors, donc pourquoi pas nous appuyer sur cette expertise qui fonctionne très bien, parce que on m'a fait savoir que il y a plus ou moins 300 000 étudiants qui sont gérés, hein, 200, je crois 95 ou 96, mais en gros 300 000 étudiants qui sont gérés à travers une plateforme. 300 000 étudiants qui aujourd'hui peuvent utiliser l'Internet pour suivre leurs cours, effectuer leurs démarches administratives, mais aussi il y a une université virtuelle ici. On a des universités virtuelles. Et vous avez des universités virtuelles. Ouais. Mais je sais qu'il y a on m'a parlé d'une université virtuelle. Voilà, donc on n'invente pas la roue, on vient s'inspirer de ce qui se fait et de ce qui fonctionne. Et nous avons été à TMI, notre entreprise tunisienne, qui a l'expertise, qui nous a montré son savoir-faire. Ouais, le e-learning aussi. Exactement, qui nous a montré son savoir-faire. Et donc, voilà, on vient voir ce qui a marché et ce qui marche. Et on duplique cela en tenant compte des spécificités que nous avons dans nos pays. Monsieur le ministre, on parle de manière générale actuellement d'une nouvelle, entre guillemets, révolution africaine. Entre les coups d'État, entre un nouveau mindset de nationalisme qui est en train d'être de plus en plus en train d'être apparu, on va dire. Sincèrement, quelle est votre position par rapport à ce nouveau mouvement et cette notion de coup d'État? Chacun, il peut la qualifier comme il veut, mais d'après vous, est-ce que ça a un impact sur le Congo? Est-ce que tout ce qui se passe, surtout en Afrique subsaharienne, près des G5, ça impacte le Congo? Bon, écoutez, non, il n'y a pas d'impact directement sur le Congo, mais il faut comprendre une chose. Souvent, la preuve, lorsque nous voulons, sur prescription de notre très haut dirigeant, nous imprégner des expériences africaines, c'est parce que souvent, le regard que certaines puissances occidentales ont de l'Afrique
infantilisent l'Afrique. Ces puissances infantilisent l'Afrique. Et on n'a pas besoin d'infantiliser l'Afrique. On n'a pas besoin d'infantiliser des gens, des personnes qui sont avec vous sur une marche. J'ai dit qu'on n'a pas le droit de rater la révolution numérique, la révolution numérique. Et lorsqu'on infantilise l'Afrique, ça peut créer quelque part, on va dire, un sentiment de... On parle du paternalisme, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est l'infantilisation. Vous savez, lorsque un enfant, les pays africains, j'ai parlé du Congo, on est indépendant depuis 1960, ce n'est pas une personne qui a pratiquement cet âge-là, plus de 60 ans, 50 ans, que vous allez apprendre, c'est comme ça qu'il faut manger, c'est comme ça qu'il faut utiliser votre fourchette, ou c'est comme ça qu'il faut balayer votre maison. Donc, je crois que c'est l'infantilisation de l'Afrique qui passe mal auprès des Africains. Et souvenons-nous, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir les mêmes informations en temps réel et partout dans le monde et à l'instant T. Donc, on ne peut plus dire à quelqu'un, vous n'êtes pas intelligent. Oui. On ne peut plus dire à quelqu'un, vous n'êtes pas intelligent, vous ne comprenez pas, alors que la personne, elle suit les mêmes informations que vous. Oui, tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je veux dire que, pour ma part, je pense que le temps de l'infantilisation de l'Afrique est terminé. Et nous sommes intelligents. Nous savons comment faire nos projets, nous savons comment diriger et voilà. C'est à nous de créer notre avenir. C'est à nous de créer notre avenir. C'est exactement ça. C'est vrai, on doit s'appuyer sur la Société des Nations parce que aucune nation ne peut vivre en autarcie. La preuve, je suis ministre congolais, je suis venu ici en Tunisie pour justement m'imprégner de l'expérience tunisienne. Mais je ne dois aucunement, je ne dois pas me mettre à porter un jugement sur quoi que ce soit qui se fait, oui, voilà, dans un pays africain. Il y a l'environnement, la culture, je pense que c'est l'infantilisation de l'Afrique qui ne passe pas auprès d'une certaine couche de population qui aujourd'hui, j'aime le dire, qui est très décomplexée parce que cette population a les mêmes informations, a la même culture, a les mêmes compétences que vous et vous voulez faire comprendre à cette personne qui a la même information, même culture, deux fois, qui a la même formation que vous, parce que vous avez été ensemble dans les mêmes écoles, que cette personne-là ne comprend rien, qu'elle ne maîtrise rien, et que c'est moi qui devrais lui dire comment est-ce qu'elle doit gérer sa maison. Non, ça passe pas. Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Monsieur le ministre, avant de finir cette interview, aujourd'hui, un message aux investisseurs tunisiens et plus particulièrement qui sont dans le digital et le numérique. Pourquoi nous devons venir au Congo? Pourquoi le Congo constitue un pays qui est intéressant à investir, qui est intéressant à chercher à vraiment bâtir des projets là-dessus et créer de la valeur? Je vais vous répondre sur 3 points. Le premier point, pourquoi venir au Congo? Parce qu'il y a la paix et la stabilité. Et je confirme, monsieur le ministre. Je confirme. Merci. Merci de confirmer cela. Donc, je n'en dirai pas plus. Deuxième point, parce que le Congo est une terre d'opportunités. Il y a un potentiel énorme au Congo. Et le troisième point, parce que le Congo est une terre jeune. La population congolaise est en majorité jeune. Ce qui fait que ces jeunes sont plus enclins à épouser, à aller vers les nouvelles technologies, à les maîtriser davantage, à les comprendre, à les intérioriser et à les utiliser. Voilà, je vous ai donné ici 3 points. On va dire 3 points. Et le 4e point,
pour la République tunisienne, je dirais ceci, que nous allons organiser, nous sommes en train de travailler pour organiser la commission mixte entre la Tunisie et le Congo. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir renforcer ce que les pères fondateurs ont eu à bâtir pour nos deux États. J'ai dit tantôt que la Tunisie a joué un rôle pour l'accession du Congo dans le concert des nations au niveau des Nations Unies en 1960. Et la coopération entre le Congo et la Tunisie, c'est depuis 1961. Ouais. Alors, nous, en tant que ministres, nous devons ménager aucun effort pour renforcer ces liens. Et je dois avouer une chose, et je voudrais encore remercier mon collègue en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation technologique, qui a dit ils ont augmenté la part des bourses pour y compris les étudiants congolais de 25%. Donc voilà, ce sont des efforts. Déjà, la communauté congolaise en Tunisie, elle est importante. Hein. Voilà, c'est ça. Elle est bien intégrée. Hein. Elle est bien intégrée. Parce qu'on partage autant de valeurs. Hein. Voilà. Vous avez bien dit que vous êtes le pays ou bien la terre de la paix. Et sincèrement, c'est quelque chose qu'on la sent quand on descend à Brazza, quand on est à Brazza. On sent vraiment la notion de peace. Les gens, ils sont tellement... Et la législation sur les investissements est la plus favorable. Alors, je vais être un peu comme on dit chauvin. Est la plus favorable en Afrique. Voilà. Et surtout aussi, on n'oublie pas la position du Congo qui est près aussi de la deuxième Congo. Donc voilà. C'est le fleuve. Le Congo est un hub. Les deux pays les plus proches. On est au cœur du bassin du Congo. Voilà. On est au cœur du bassin du Congo. Il y a... on a la mer au niveau de Pointe-Noire, on a un port en eau profonde à Pointe-Noire, on a le fleuve qu'on partage avec notre voisin de la RDC. Donc c'est un marché immense. Et au-delà du marché immense, j'ai dit tantôt que comme c'est un investisseur, lorsqu'on vient investir dans un pays, on veut que son investissement puisse produire. Et pour que ça puisse produire, il faut qu'il y ait ces paramètres qui sont essentiels. Premier paramètre, j'ai parlé tantôt et je suis content que vous ayez pu corroborer cela. C'est la paix et la stabilité. On est l'un des pays les plus, on va dire, là où la stabilité et la paix sont importants. Voilà, c'est ça. C'est le credo du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Parce que sans la paix, sans la stabilité, on ne peut rien bâtir, rien construire. Tout à fait. Donc vous encouragez les investisseurs tunisiens, Monsieur le ministre. Je les invite à venir à Brazzaville. Mon bureau est ouvert, je les recevrai. Et je serai encore heureux de vous recevoir encore à Brazzaville si jamais vous venez avec d'autres partenaires tunisiens. Monsieur le ministre Léon Juste Imbombo, merci encore. Je finis l'émission par son invitation à tous les investisseurs tunisiens qui comptent vraiment investir au Congo. Moi, personnellement, je vous encourage à visiter ce beau pays. Je vous encourage à découvrir la législation de ce pays qui peut, dans plusieurs secteurs, vous permettre vraiment d'investir et aussi d'exporter vos services, de chercher également des coopérations win-win avec nos frères et nos amis congolais. Monsieur le ministre Léon Juste Imbombo, merci. Merci beaucoup pour cette qualité d'interview. Et on va vous dire à très bientôt encore à Tunis. Inch'Allah. Hein? Et moi, je vous attends à Brazzaville. À très bientôt à Brazzaville. Merci beaucoup. Beauté Nayo, encore une fois. Merci. Voilà, وين ما يبقى لي في نهاية الحلقة هذه إلا إني نشكركم على المتابعة متاعكم، وإن شاء الله تقضيوا أسبوع موفق مليان برشا موجات إيجابية. هذه أنا نادية يعيش، نحييكم مرة أخرى، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة في ماما أفريكا. تبعونا، ثم برشا دي سوربريز ومفاجآت باش يكونوا في الحلقات الجاية. VOA FM 100% Africa.